Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Rendez-vous au pays. C'est la première fois que tu nous rejoins sur cette chaîne. Je te prie de faire quoi? Deux choses. La première des choses, abonne-toi. Deuxième chose, laisse-nous un commentaire à la fin de cette vidéo, dès que tu auras fini de la regarder. Et dis-moi ce que tu en penses, et si nous pouvons nous améliorer et surtout continuer à vous proposer un contenu de qualité dans ces sens. Rendez-vous chez vous, nous nous sommes fixés pour objectif de pouvoir ensemble partager l'information utile qui va nous permettre de pouvoir retourner vivre en Afrique. Vivre en Afrique, eh bien, c'est vraiment ce que nous voulons faire. Ça ne veut pas dire que nous allons le faire maintenant, mais il faut absolument intérioriser le fait que quoi que nous fassions, où que nous soyons, en tant que personnes noires, partout dans le monde, nous ne serions qu'en haut en étant au continent. Ah oui, c'est vraiment ça la réalité. Vous pouvez vivre, être noir aux États-Unis, c'est bien beau. Mais être noir en Chine, c'est bien beau. Vivre des meilleures conditions ou seul, en tout cas. Mais je pense que si nous voulons en tant que peuple, en tant qu'humanité, la meilleure façon de vivre serait vraiment de vivre chez nous. Et je peux vous rassurer, là, nous aurons d'autres oppositions, mais ça ne sera pas des oppositions liées à notre identité culturelle, liée à notre identité personnelle, liée intrinsèquement à notre mélanine que nous chérissons, que nous avons. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et puis nous allons développer un sujet très important puisque ça me tient à cœur, ça me parle le sujet d'aujourd'hui, c'est que nous allons parler du conflit qui existe entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. C'est ensemble que nous allons voir ces sujets assez difficiles qui va certainement éveiller de l'émotion chez moi parce que je viens de la République démocratique du Congo, ça me concerne et donc vous allez sans doute le ressentir, le comprendre en même temps dans cette vidéo. Reste attaché. Alors, le conflit qui nous oppose avec le Rwanda depuis plus de 25 ans, c'est le conflit dont nous avons un seul personnage au centre du conflit, j'appellerai Paul Kagame. Paul Kagame, depuis des années, il avait nourri l'intention de pouvoir surplomber le maréchal Mobutu et puis avoir une certaine influence sur la région du Grand Lac et de surcroît dominer la région du Grand Lac avec l'aide, avec le soutien logistique, si vous voulez, intellectuel de la CIA. Kagame, c'est un produit pur de la CIA. Et vous savez, les Américains, lorsqu'ils procèdent, s'ils ont besoin d'écarter un opposant, d'écarter parfois même un allié, ils peuvent se servir de quelqu'un d'autre pour le faire. Ils ont fait ça à plusieurs reprises. Si vous regardez très bien, ils ont fait ça en Afghanistan, ils ont fait ça même en Irak, ils ont continué à faire ce genre de choses et nous, ça nous est arrivé parce qu'ils ont collaboré pendant plus de 30 ans avec le maréchal de Gaulle et donc face à la guerre froide, les Américains ont dit voilà, le Congo c'est un pays centre, un pays clé et pour pouvoir contrôler, il fallait avoir un homme fort, un homme qui était du côté de l'Occident et c'est là, c'est passé, comme ça s'est passé. Mobutu a fait ses heures, il a géré et puis à la chute du mur de Berlin, on va relâcher Mobutu tout d'un coup et puis il était vieillissant, il était affaibli par les maladies et même en interne, donc ça commençait déjà à gronder et les Américains vont se tourner vers le Rwanda pour donner un sens un peu plus francophone, on va dire anglophone, j'allais dire, ils vont donner un sens anglophone à la région. Et donc Kagame est arrivé en cette période-là. Mais comment il rentre véritablement dans les circuits? Il faut savoir qu'il ne vient pas directement, il a déjà tenté à plusieurs reprises d'entrer dans notre pays, mais ce n'était pas possible. Il va rentrer de manière officielle par l'arrivée de l'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, conduite par Laurent Désiré Kabila. Et c'est quand même assez amusant de voir qu'il est en train de nier tout le temps parce que ça fait... C'est lui, bon, ils sont comme ça, ils nient tout le temps, donc ils ne sont pas des gens qui vont vous l'avouer. Mais c'est vraiment intéressant de voir l'anecdote que son ami Museveni, qui est le président de l'Ouganda, on va dire, il dit non, quand Kabila vient chercher de l'aide auprès de Museveni,
Museveni lui dit non, moi je n'ai aucun problème vis-à-vis de Mobutu. Si tu veux renverser Mobutu, moi je connais quelqu'un qui a un problème avec Mobutu. Et c'est comme ça que Museveni va présenter son ami Kagame à Laurent Désiré Kabila. Il faut savoir que les deux, Museveni et Kagame, c'est avant tout des potes. Ils sont tous issus de la même école des Américains. Donc, en gros, Museveni, on dit même que c'est lui qui serait même le parrain de Kagame dans cette histoire. Alors, ils ont évolué ensemble. Ils ont tissé des liens entre Kabila, le père, avec Paul Kagame. Kagame lui a même donné comme chef d'état-major James Kabarebe, qui est encore en vie. C'est lui qui gérait, qui dirigeait les opérations jusqu'à Kinshasa. Et c'est un bras droit de Kagame. Il faut tout faire, mais ces gars-là, c'est vraiment son bras droit. Ils sont arrivés à Kinshasa. Mobutu est parti, il a fui au Maroc, ils ont pris les pouvoirs. Laurent Désiré Kabila a été avec Kagame, ils ont collaboré, ils ont fait des choses ensemble. Mais à un moment donné, il s'est dit non, il fallait qu'il prenne de l'envol et qu'il laisse ses amis rwandais à repartir. Kagame ne voulait pas repartir parce que ce n'était pas Mobutu seulement dont il visait. Lui, il visait avant tout le Congo et ses ressources. C'est ça. Kagame, son but ultime, c'était le Congo et ses ressources. Et surtout, l'autre partie est du pays. Et donc, ils vont refuser de partir. Et ce sont des affrontements qui ont eu lieu à Kinshasa. Ça a été une guerre en 1998. Et les Rwandais sont répartis. Mais ils ne sont pas totalement répartis. Parce que pendant ce temps, Kabila, il vient d'arriver, à peine quelques années, il n'est pas encore assez organisé. Et puis, il va mourir. Et d'ailleurs, derrière l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, Kagame est largement cité. Il est largement cité. Et nous verrons avec les années comment ça va se passer. Tu vois, c'est toujours le cas lorsque les grands dirigeants meurent. C'est après quelques années que les dossiers sont déclassifiés. Et là, vous pouvez voir qu'il y a tel qui a été impliqué, il y a tel qui a été impliqué. C'est dommage parce que nous, on a perdu quelqu'un qui avait quand même un grand. Mais bon, nous avons hérité de qui? De Joseph Kabila. Très contesté. Pareil, une collaboration étroite avec Kagame. Et ces gars-là, Joseph Kabila, moi je le soupçonne, au-delà de tout, on le soupçonne de sa nationalité, de beaucoup de choses, mais avant tout, d'une sorte d'anesthésie au niveau de notre pays. Donc pendant ces 18 ans derrière, lui va nous anesthésier par son discours. Il parle très très peu, donc vous ne savez même pas ce qu'il pense. C'est un peu l'attitude aussi des Rwandais. Ça dit pas ce que ça pense, c'est toujours à des minutes et ça agit d'une autre façon. Donc c'est vraiment des gens à qui on ne doit pas prendre, comment on appelle ça, on ne doit pas faire confiance rapidement. Nous autres, nous parlons, quand nous avons des problèmes, on le dit à haute voix, s'il y a à régler, on le règle en même temps, et puis après, vous passez à autre chose. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, M. Kabila, quand il arrive au pouvoir, moi je me dis peut-être que lui aussi pourrait être assassiné comme son père, mais ce n'est pas le cas. Lui, il a duré, en fait, il a eu le soutien du Rwanda, donc, et du coup, Kagame va s'installer, il va revenir au pays. Et cette fois-là, il va vraiment piller. Il va vraiment piller et il va terroriser les populations qui habitent dans des régions minières, là où se trouve la richesse du pays, là où se trouvent toutes sortes de minéraux. Lui, il va venir, il va envoyer des gens, ces gens qui sont formés pour tétaniser la population, violer les femmes, parfois les violer devant les enfants, créer, on va dire, des êtres troublés, très très faibles. Et c'est vraiment ça l'objectif de ces viols-là. Et en même temps, les faire fuir de ces endroits-là. Et ils seront remplacés par une autre population. Ceci, c'est la théorie de la balkanisation et nous prenons vraiment ça au sérieux. Et vous voyez, ils ont perduré avec cette collaboration. En même temps, il y a une opposition assez dure de l'ancien régime, du régime Mobutu, en même temps, mais d'autres Congolais qui s'associent aussi. Le problème avec le régime Mobutu, comme ça n'a pas été vraiment le régime qui nous a mis tous d'accord. Okay? Donc du coup,
ces opposants-là, ils vont un peu souffrir un peu de cette légitimité. Nous comprenons parce qu'ils ont été tellement au pouvoir et que ça n'a pas profité à tout le monde, mais surtout au pays. Parce que le rôle d'un dirigeant, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, le rôle d'un dirigeant, c'est aussi de prévenir l'avenir. C'est ça aussi gouverner, c'est de prévoir, c'est de comprendre les événements qui vont se passer d'ici 30 ans, d'ici 50 ans. Et ça, c'est l'erreur de Mobutu et de ses responsables, de ses hauts responsables qui ont été à ses côtés. Ils n'ont pas anticipé la fin du mur de Berlin. Ils étaient tellement dans leur confort. Ils se sont dit, nous allons rester là. Et puis, vous savez quelque chose, une parenthèse, lorsqu'un chef d'État est habitué à de tels chants, lorsqu'un chef d'État est habitué à s'écouter comme ça, à être aperçu comme un dieu. Je vais vous donner une anecdote, moi-même qui vous parle. J'étais très petit, mais je peux vous le dire que je croyais même que Mobutu lui-même était un dieu. Vous voyez à quel point nous sortons de dimensions. Parce qu'à ce moment-là, il devient invincible. Il s'assoit sur ses lauriers et ces gens-là, ils ne prévoient plus l'avenir du pays. Et tout d'un coup, ils sont comme ça, balayés. Et quand ils sont balayés, ils n'ont plus de repères. Et politiquement, même les enfants biologiques de Mobutu aujourd'hui, politiquement, c'est absolument vide, c'est absolument néant autour de lui. C'est triste à le dire, mais c'est vraiment le cas. Et lorsqu'ils sont confrontés à quelqu'un qui a été formé par les Américains, donc c'est difficile parce que là, Kagame, il est vraiment outillé. Les renseignements qu'il a, ce n'est pas forcément les renseignements de Kagame. Non, lui, il est fourni directement par la CIA. Et il reçoit ces informations-là qui lui permettent d'avoir un temps d'avance par rapport aux dirigeants congolais. Et récemment, vous avez des tensions qui naissent, qui renaissent parce que on a arrêté 2 militaires rwandais sur notre territoire. Et le vaillant combattant, le FARDC, qui combat tout le temps, dans beaucoup de difficultés, et ils ne sont pas assez outillés, ils n'ont pas des renseignements militaires qu'il faut, mais ils font quand même une chose assez extraordinaire d'arrêter quand même 2 soldats rwandais. Et ces soldats rwandais, ils seront transférés à Kinshasa. Tout de suite, le président actuel qui reçoit un appel d'équipe de João Lourenço, le président de l'Angola, qui va lui dire de libérer ces soldats. Je trouve que là, c'était limite. C'est vraiment une faute que moi, je ne peux pas comprendre. Il faut qu'on m'explique quelle est cette diplomatie qui consiste à libérer des gens pris, des prisonniers de guerre dans ces sens. C'est une faute très, très grave. Très grave. Parce que, première chose, nous sommes devant un adversaire totalement outillé. Il est outillé, il a un tas d'avance sur nous, il a travaillé pendant des années, il est structuré, il est organisé. Donc, il laisse très peu de preuves derrière lui. Il cherche à tout prix à l'éradiquer. Mais sur ces temps-là, il n'a pas eu la possibilité. Et donc, nous aurions pu utiliser ça sur beaucoup de fronts. Sur le front diplomatique, mais aussi sur d'autres fronts en même temps. Parce que, évidemment, ça peut servir des monnaies d'échange, ça peut servir de beaucoup de choses sur ces cas-là. Donc, c'est vraiment... quand j'ai entendu ça, j'étais vraiment surpris par les conseils que ces gens qui sont autour du président, ceux qui gagnent bien leur vie, par ailleurs, mais qui font un travail minable, un travail médiocre autour du chef de l'État, lui donner ces gens de conseils. Et donc, il y a des tensions au niveau aussi de la population. Vous n'êtes pas insensible, on ne va pas rester insensible à ce qui se passe dans notre pays sous prétexte que nous sommes les amis du droit de l'homme, nous allons nous taire, nous allons rester tranquilles, cool. Non. Je peux même vous dire que je pense que dans le futur, les Congolais vont plus s'exprimer. Il y aura plus la voix des Congolais, parce que nous l'avons fait dans le passé, mais c'était inaudible à cause de ceux qui étaient au pouvoir. C'est ce qui s'est passé. Et mais maintenant, de plus en plus, le Congolais parle parce que ça change aussi en même temps au niveau du pouvoir. Donc ça, c'est un point essentiel. Les années à venir, il faut vous attendre que nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire parce que nous avons, en termes de dimension territoriale, 2 300 000 km², nous sommes puissants territorialement. Nous sommes puissants en termes de ressources naturelles
au sous-sol. Nous sommes puissants en termes des ressources sur les sols. Nous sommes puissants en termes des populations. Je ne prends que ces trois critères-là. Mais vous allez me demander si c'est le cas. Mais pourquoi vous êtes toujours aussi bas? Nous avons une population assez moins informée, une population pauvre, une population sous-alimentée. Et ce sont ces points dont je suis en train de vous expliquer. Pendant 18 ans, nous avons un gars au pouvoir et ces gars-là, son seul travail, c'était de faire du business. Kabila, le Congo, c'était pas sa préoccupation. C'était pas ça en fait. C'était pas sa préoccupation. Sa préoccupation première, lui, c'était de faire du business, gagner de l'argent, faire rentrer de l'argent au travers de la corruption, bien entendu. Il s'est enrichi énormément. Et donc, il laissait en fait le travail à ses acolytes, des gens qui sont dans son parti, les gens qui l'ont entouré pendant tout ce temps. Et ce sont ces gens-là qui dirigeaient. Et évidemment, vous pouvez voir ce qui est intéressant dans la plupart des régimes, on va dire des jeunes États comme le nôtre. Si la structure du régime est assez verticale, tout ce qui sort d'en haut descend sur l'ensemble de l'appareil étatique dans toutes les institutions. Si les hauts est pourri, ça se ressentirait sur les autres institutions. C'est aussi simple que ça. Et donc, du coup, nous avons une armée très faible, très infiltrée, parce que Kagame, pendant ce temps-là, il en a profité pour mettre ces gens dans ce que nous appelons le brassage. Ça, on va prendre les anciens violeurs, des criminels, des gens très dangereux, on va les mettre dans notre armée, ils vont commencer à travailler, ils vont porter l'uniforme, la tenue militaire des Congolais, ils vont se faire passer pour des Congolais, ils vont devenir Congolais avec le temps. Et ça, c'est très très dangereux de faire ça sur un pays. Et donc, nous sommes de l'intérieur très très affaiblis et de l'extérieur aussi. Donc le travail, moi je ne suis pas ici en train de mettre tout sur le Rwandais. Non, je pense que le Rwandais, sur ces conflits, il nous donne une opportunité, nous Congolais, opportunité de s'émanciper. Il nous donne une opportunité d'être réellement le leader qu'il faut sur la sous-région. Le leader naturel de la sous-région, c'est nous. Et il nous donne une opportunité. Nous avons 9 voisins, 9 frontières. Et ce n'est pas aisé. Au travers du Rwanda, il faut reconsidérer les liens que nous entretenons avec tous les pays voisins. Je dis bien tous les pays voisins. On s'en fout que nous parlions la même langue ou pas, nous le faisons aussi avec le Rwanda. Mais reconsidérer tous les liens que nous avons avec le peuple, le pays qui nous entoure là. Travailler notre service de sécurité. Parce que, au-delà des gens qui pensent que nous devons faire des millions de kilomètres pour relier le Congo, des millions de kilomètres, des rails, tout ça, ça viendra. Mais après, que nous ayons pacifié le pays, que nous ayons remis de l'ordre, que nous ayons le contrôle de notre territoire. C'est très important. Que ce soit de la forêt simple, il faut que nous ayons un contrôle total de notre territoire. À partir de là, si nous avons le contrôle, si nous avons une armée organisée, structurée, outillée, qui travaille pour le compte du pays, nous avons une police dans ce sens-là. Et puis, on peut attaquer les autres organes étatiques, les autres institutions, pour les réformer fondamentalement et voir une vision après quelques années. Parce que très souvent, on dirige pour 20 ans, 30 ans. Bon, Kagame, il est là, il est vieux, je ne sais pas il a quel âge aujourd'hui, je vais vérifier. Mais ce qui est sûr, après lui, d'abord, il est hanté par tout le meurtre qu'il a commis dans son propre pays. Lui-même, il est soupçonné d'être à la base même du génocide. Ça lui a profité pour devenir un peu comme les sauveurs, en fait. Et il va bénéficier de ça pour se maintenir au pouvoir. Non, ça ne sera pas éternel. Ce n'est pas éternel. Ce sont des privilèges qui peuvent jouer en quelques temps, il va s'affaiblir et puis il y aura un gars qui va se réveiller soit dans son propre parti ou alors quelqu'un qui sera dans la diaspora, qui aura peut-être même le même soutien. Ça peut aussi être les Américains, personne ne sait. Parce que ces gens-là, ils s'en fichent complètement. Eux, ils ont besoin d'affaiblir juste un voisin.
Voilà comment ça se passe. Aujourd'hui, si jamais, je vous dis, si jamais Kagame bascule dans le bloc de l'Est ou avec la Russie, machin, on le lâche directement. Vous voyez, c'est un exemple que je vous donne. Je ne dis pas que ça va se passer comme ça. Mais nous, Congolais, nous avons la responsabilité de comprendre avant tout que le soutien extérieur ne doit pas définir notre avenir. Le contact que nous pouvons avoir avec d'autres nations, ça ne doit pas définir le projet que nous avons sur le Congo. C'est à nous d'abord de définir ce que nous voulons pour notre pays et travailler à l'interne. Je dis bien à l'interne. C'est l'essentiel du travail que nous devons faire. Le gros du travail, ce n'est pas à l'extérieur. Le gros du travail, c'est à l'interne. Parce qu'il y a une corruption qui ne dit pas son nom. La corruption, dans tous les pays, ça existe. Mais chez nous, la corruption a dépassé les bornes. On dépasse même les Camerounais. Alors, nous sommes un pays qui est profondément affaibli de l'intérieur à cause de la corruption. Il n'y a pas une justice sociale, il n'y a pas des institutions fortes. L'armée est affaiblie de l'intérieur parce qu'elle a été intégrée, elle a été infiltrée par le Rwandais. C'est un fait. Nous avons eu des chefs d'état-major. Quoi de plus normal que d'infiltrer tout un système en fait. Donc, on doit rester lucide. Notre préoccupation aujourd'hui, ce n'est pas de nous attaquer aux Rwandais, bien que nous avons cette frustration. Je pense que nous devons nous attaquer au régime rwandais, qui comprend Kagame, avec des lieutenants, avec des proches. C'est souvent le régime qui va quitter. Et donc, nous allons, si on en parle encore aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas réussi leur coup. Il ne faut pas l'oublier. Ils n'ont pas réussi leur coup. C'est pourquoi encore aujourd'hui, nous sommes en train de discuter de ça. Si Kagame avait atteint ses objectifs, on n'en parlerait plus aujourd'hui. Donc c'est à nous de prendre ces dossiers-là, être prêts de pouvoir aider le pays. Parce que nous n'allons pas laisser nos enfants devenir les esclaves des autres peuples. C'est impensable, c'est infaisable. Et pour que cela n'arrive, il faut que nous nous réorganisons à l'intérieur d'abord du pays. Et puis, on verra la différence. Donc, j'en ferai d'autres vidéos un peu plus spécifiques sur la question et je vous donnerai vraiment un peu en détail. Et surtout, je vais faire venir certains invités avec qui nous allons échanger. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi vraiment ce que tu en penses. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.